Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques jours, des bombes artisanales ont explosé dans la région du Nord-Ouest, précisément à Bamenda, faisant des blessés dans les rangs des forces de l'ordre. Puis a suivi cette marche, disons, ces manifestations qui sont déroulées dans les rues des villes anglophones de Boya et de Bamenda notamment, alors que les autorités administratives de ces localités avaient interdit ces manifestations. On vient d'apprendre que des députés de la nation originaires des régions anglophones ne veulent plus retourner à l'hémicycle tant que la crise anglophone n'est pas définitivement réglée, allusion notamment faite au vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbandam, qui pense devoir retourner à Boya où siégeait avant 1972 le Parlement fédéré. Tout ceci intervient dans un contexte où la situation ne s'est toujours pas normalisée dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment à la veille de ce 1er octobre considéré comme la date de l'indépendance pour un certain nombre d'extrémistes anglophones. Faut-il craindre une escalade à la veille donc de cette échéance-là? La situation devient-elle incontrôlable? Quelle doit être la réaction de Yaoundé face à cette question? Quelles sont les solutions envisageables aujourd'hui et demain pour définitivement mettre un terme à cette crise qui dure depuis plusieurs mois maintenant? 237 débats ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débats ce soir, pour décrypter donc ce sujet, nous recevons l'honorable Fopoussi. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci également à Equinox TV pour l'invitation. Voilà, vous êtes militant du Social Democratic Front et pendant plusieurs années, vous avez été député de la nation, donc pour le compte de cette formation politique. Merci donc d'avoir accepté de venir discuter avec nous dans le cadre de cette émission de 237 débats. J'introduis également Martial Zanga. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci de m'avoir fait l'honneur de l'invitation. Voilà, vous êtes analyste politique et vous êtes enseignant, bien évidemment, à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Douala. Merci d'être venu, maître Simon Serge Kaka. Bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à tous les copanélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je vous remercie déjà de m'avoir convié à cet échange qui certainement va éclairer les Camerounais ce soir et je pense pouvoir être à la hauteur. Je vais me battre pour cela. Voilà. Merci maître d'être venu. Nous attendons donc sur ce plateau dans quelques secondes un autre homme politique qui va nous rejoindre. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Messieurs, je vous propose de vous planter le décor, de regarder ces quelques images qui reviennent sur la situation qu'on a vécue, notamment dans les villes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'était vendredi dernier.
Voilà, c'était donc quelques images prises vendredi dernier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a vu des milliers, Maître Simon Serge Kaka, qu'on a vu des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont descendus dans les rues, dans ces localités-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui ont été enregistrés, mais entre autres, on entendait parler de ces personnes qui doivent être libérées et qui attendent d'être libérés, notamment en rapport avec les mesures qui avaient été prises par le président de la République dans le sens de l'apaisement. Quel est le sens que vous donnez à ces manifestations, à ces images que vous avez regardées? Non, en fait, les images que je viens de voir là semblent quand même assez expressives, parce qu'en fait, lorsque nous les décryptons, on a le sentiment que nos frères des deux régions d'expression anglaise de notre pays sont passés à la vitesse supérieure. Et lorsque j'essaie de voir tout cela de près, j'ai le sentiment que ce n'est même plus des simples revendications. Les gars s'inscrivent déjà dans une logique révolutionnaire, parce que ce que j'ai vu là, on a même l'impression que c'est des mouvements qui ne sont même plus contrôlés, et que c'est des mouvements qui ne sont même plus, j'allais dire, gérés par un leadership assumé. Donc, c'est à ce niveau que l'affaire devient... Est-ce que justement cela ne traduit pas, je veux dire quoi, un mouvement, un mouvement populaire non maîtrisé, parce que tout à l'heure on va faire peut-être essayer de voir si on peut faire un lien avec les événements de 2008, parce que là vous dites qu'il n'y a pas un leadership assumé. Est-ce que ce n'est pas la manifestation précise de ce que il y a un réel malaise et les populations de toutes les couches, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, descendent dans la rue sans attendre, bien évidemment, une injonction ou bien un appel de quelque leader politique que ce soit? En fait, effectivement, lorsque nous observons ce qui se passe concrètement à Duval, comme vous l'avez si bien relevé, on a le sentiment, effectivement, que nos frères de ces deux régions sont en train d'exprimer là une espèce de ras-le-bol, une espèce d'exaspération et une espèce de mal-être. Parce que, effectivement, lorsque nous revenons un peu en arrière, on a le sentiment que ce mouvement de revendication qui a commencé il y a pratiquement un an n'a pas été totalement maîtrisé par le pouvoir central, par le pouvoir de Yaoundé, où on a l'impression que ces gens que nous avons vus manifester là ont plutôt le sentiment d'être méprisés par le pouvoir. Ils décident donc maintenant de se verser dans les rues, et c'est à ce niveau que ça devient inquiétant, parce que justement on a l'impression que ce n'est plus des mouvements qui sont organisés par un leader. Donc maintenant ça devient des masses incontrôlables qui descendent, qui se déversent dans les rues. Et c'est à ce niveau justement que ça peut être inquiétant. Alors, vous avez partagé cette inquiétude-là, Marcel Ranga. Est-ce que c'est un mouvement de surface qui, pour vous, est sans enjeu véritable? Bon, des gens qui sont descendus spontanément dans la rue pour exprimer une colère, ça a été encadré, et puis terminons de passer à autre chose, ou bien il faut vraiment s'en inquiéter? Disons que les images que nous avons vues sont des images qui participent d'un registre de la gravité quand on regarde le climat sociopolitique du Cameroun. Il n'est pas de coutume de voir au Cameroun des liasses de personnes, des attroupements aussi énormes comme ce qu'on a vu tout à l'heure, avec de manière sous-jacente des pillages, du vandalisme. Ça nous rappelle des périodes sombres de l'image, et vous pouvez comprendre l'émotion à partir de laquelle nous commentons, n'est-ce pas, ces événements. Je voudrais dire que à l'observation, on se rend effectivement compte que il y a une complexification de la marche, si tant est que d'une part on a l'impression qu'il y a une coordination. D'abord dans la synchronicité des événements, Bamenda, Boya, Limbe, ça se passe au même moment. Donc il y a forcément une mise en logiciel de la marche, mais aussi et surtout certaines tenues qui sont revenues, cet arbre de la paix qu'on tient par la main, comme si cela, à moins que cela ait été donné de manière spontanée, mais forcément il y a une communication entre une ville et une autre.
Mais au fond, et c'est peut-être là où je rejoins le point de vue de Maître, c'est qu'effectivement, au milieu de cette marche, il y a une autre, comment je vais dire, c'est une autre dynamique, cette fois-ci plus radicale, et donc un peu plus brutale, plus violente, qui ne se limite pas simplement à chanter, qui ne se limite pas simplement à marcher, qui va même vers des domiciles privés, qui commet des forfaits. Et c'est là où l'inquiétude peut naître. C'est là où, parce que de mon point de vue, la marche en elle-même, la manifestation en elle-même est une forme d'expression démocratique dans un état de droit. Sauf que dans le cas d'espèce, eh bien, il y avait des mesures qui avaient été prises par les pouvoirs publics, justement, en rapport avec ces manifestations qui étaient interdites. Alors, on se souvient qu'il y a eu un texte du préfet de la Maison, et puis un gouverneur, mais malgré cela, les gens sont quand même descendus dans la rue. Est-ce que ce n'est pas une forme de défiance de l'autorité de l'État? Pas nécessairement une forme de défiance de l'autorité de l'État. La défiance ne peut advenir que lorsque la marche tourne à des scènes de violence, lorsque ceux qui organisent la marche ne peuvent pas contrôler, n'est-ce pas, la manifestation. Je voudrais vous dire que dans l'histoire des manifestations populaires, si vous prenez par exemple, si on va très récemment en France, vous savez que la marche contre la manifestation contre la loi de travail avait été interdite, mais que plus tard, elle a bel et bien lieu. Si vous faites même une histoire, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois des marches ont été interdites et que ça a eu lieu. Donc, de mon point de vue, cet aspect-là n'est pas suffisant pour parler de défiance à l'autorité. Ce qui peut être inquiétant, et je reviens là-dessus pour sortir, c'est effectivement, et de mon point de vue, ça traduit même toute la coloration de cette crise que vivent les régions frères, que sont le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a comme une dualité, un double mouvement qui s'unit, qui se superpose. Et donc, forcément, les acteurs, et peut-être je reviendrai là-dessus dans le fond, les acteurs, les enjeux, les propos, les revendications, les perspectives, les options ne coïncident pas nécessairement, mais dont la démarche stratégique en termes de faire pression sur le gouvernement central semble être unanimement acceptée. Je peux d'ailleurs vous dire que si on essaie d'imaginer les résolutions de cette liste qu'on va en débattre, on va effectivement voir que dans les rangs même de ceux qui semblent marcher ensemble aujourd'hui, il y a effectivement deux camps qui ne s'entendent pas sur un certain nombre de points. Alors, honorable Foupoussi, sur cette question-là, quel est le sens que vous donnez de façon précise à ces mouvements qu'on a enregistrés ces derniers jours dans ces régions? Tu vois, quand nous analysons ce qui se passe dans nos deux régions anglophones, il faut éviter le phénomène de la caverne de Platon. Parce que, vous savez, l'histoire de la caverne de Platon, c'est quelqu'un qui a tellement vécu dans l'obscurité que lorsqu'il voit la lumière, mon Dieu, ça devient plutôt... Non, c'est pour ça que j'invite les uns et les autres à jeter un regard positif sur ce qui se passe chez nos frères anglophones. En réalité, et surtout pour ce qui s'est passé vendredi, les cas de violence ont été rares. Il y a eu quelques cas de provocation comme à Bouéa où un maire est allé chercher son fusil pour chasser les gens. Et ça a tellement énervé les jeunes qui se sont mis à tout casser chez lui. Donc, il n'y a même pas eu, il y a eu très peu de barricades, très peu de pneus brûlés. Je voudrais dire que pour moi, vraiment, c'est un vent de fraîcheur dans une atmosphère de morosité, d'inertie et de totalitarisme politique tel que les gens ont cru que la normalité n'existait plus chez nous. Parce qu'en réalité, comme l'a dit le professeur là, le droit à la marche, le droit à la grève, c'est des droits citoyens, c'est dans notre constitution. Et même pour les manifestations, la loi dit que vous déposez, vous déposez une déclaration et l'administration donne un récépissé. C'est exceptionnellement si jamais il y a un problème et ensuite, donc en réalité, les marches, les manifestations publiques
sont libres chez nous. Ça devrait être une situation normale. Mais maintenant, c'est tellement rare que nous prenons cela pour de la révolution. Moi, peut-être qu'il y a un peu de révolte. Il y a eu de révolte, c'est sûr, parce que quand il y a trop de frustration accumulée, et vraiment, si vous écoutez attentivement ce que disent nos frères anglophones, laissons de côté les surenchères et les dérives. Le problème anglophone, il est lequel? C'est un problème de marginalisation, c'est un problème de non-respect des engagements consensuellement pris et même constitutionnellement pris. Donc, les problèmes sont réellement posés, et des problèmes comme ça, les gens peuvent avoir le droit de marcher pour qu'on les écoute. Donc, sauf que dans le cas d'espèce, on a l'impression que c'est spontané, non pensé. C'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agit là peut-être d'une révolte populaire. Et si on revient sur la foi de contrôle du professeur, il y a une théorie sociologique, celle de l'américain John Rawls, la théorie du seuil inacceptable de l'injustice. Le philosophe américain John Rawls, qui est mort récemment, dit que lorsque l'injustice atteint un certain seuil intolérable, l'être humain devient un animal. C'est-à-dire qu'il réagit instinctivement, il ne réfléchit plus, parce qu'il n'a même plus le minimum pour être un être humain. Donc lorsque l'inertie, les frustrations, les fraudes électorales, la brutalité policière, les abus des sous-préfets, lorsque ça atteint un seuil comme celui qui est celui de nos frères anglophones, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des révoltes populaires de cette nature. Évidemment, il faut une autorité pour gérer. Absolument. Mais s'il n'y a pas d'autorité, ça peut déboucher sur une révolution. Et la révolution a ceci de terrible, c'est que personne ne la contrôle. N'importe qui peut provoquer une révolution, mais personne ne garantit ce qui peut sortir d'une révolution. Et le propre de la révolution est de tout écraser sur son passage, y compris les révolutionnaires. Donc, je chute en disant que les images que je vois me réconfortent, parce que ça me rappelle les années 90. C'est nous qui étions dans les rues comme ça. On avait le même havre de la paix, le même truc. On réclamait pratiquement la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, presque 30 ans, on peut faire le bilan. Voilà, c'est une fraîcheur dans une atmosphère d'inertie, de blocage, de dictature, il faut le dire. Et quand il y a une ouverture comme ça... Mais en dictature, on ne marche pas, hein, et puis les marches ne sont pas encadrées, comme c'est le cas. Oui, mais la preuve, ils ont marché alors que c'était interdit. Oui, mais c'est encadré. Mais alors, non, mais oui, mais c'était encadré parce que ceux qui l'ont interdit ont finalement compris qu'ils risquaient de provoquer un problème, parce que les marches ne sont... le droit de marcher est un droit constitutionnel. Donc, ils ont encadré, c'est bien. Si les marches sont encadrées comme ça dans notre pays, au bout des marches, on est convaincu qu'il y aura du dialogue, et du dialogue sortira un consensus qui peut stabiliser notre vie sociale, notre vivre ensemble, et surtout stabiliser nos institutions, parce que c'est nos institutions qui sont menacées dans ce qui est le problème. On a été rejoint sur ce plateau par Charles Lisan. Bonsoir. Bonsoir, Duba. Et merci d'être venu sur ce plateau. Non, c'est moi qui vous remercie. Même comme ça a été... Voilà, en tout cas, infiniment merci d'avoir accepté donc de venir échanger avec nous. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et j'aime bien vous présenter comme le président de la section le président du bureau de la section OJR-DPC Vouri 2. Voilà, c'est bien précisé comme ça. Merci donc Charlie d'être venu. Alors, sur la question de ces mouvements qu'on a enregistrés ces derniers jours-ci, quelle lecture que vous faites? Bon, permettez-moi tout de go de dire bonsoir à tous mes copanélistes et de dire que, en ce qui me concerne, l'émission avait très bien commencé. Bon, il a fallu que mon père, M. Bagnef, aussi entre dans la logique des hommes politiques que nous sommes, en parlant des fraudes électorales, en parlant de la dictature, en parlant de l'inertie, en parlant du totalitarisme, alors qu'on a là devant nous un cas social de force majeure. Je ne voudrais pas entrer dans les discussions politiques parce que nous ne sommes pas encore là,
je voudrais dire qu'à la vue de ces images, moi je voudrais plutôt regarder ce qui s'est passé en Bopi. Puisqu'on regarde les matchs qu'il y a eu à Bamenda, Boya, Kumba, Libya, qu'est-ce qui se serait passé en Bopi si cette bombe... Non, il y a un lien. Si cette bombe avait explosé, est-ce qu'on serait ici aujourd'hui en train de parler? Parce qu'à un moment donné, moi je dis, ce qui s'est passé est ce qu'on appelle le pourrissement de l'usure. C'est-à-dire, nos frères anglophones, et je suis tout à fait d'accord, ont trop subi la marginalisation de nous francophones. Maintenant, ils expriment leur album. Maintenant, vous avez là des radicaux, des extrémistes qui en profitent pour mettre le poudre dans le feu, pour faire ce qu'ils font là. Et c'est ça qui devient incontrôlable. Mais n'oubliez pas aussi que l'État, à travers le président de la République, a tendu la main, a appelé au dialogue. Il ne faut pas qu'on essaie de soigner la conséquence, on oublie d'expurger le pu du mal. Aujourd'hui, tout le monde semble à dire que non, il y a eu un laisser-aller, il y a eu un mépris du côté du pouvoir. Or, le pouvoir a concédé à toutes les revendications corporatives. Est-ce que c'est dans le même sillage qu'il faut situer le comportement ou l'attitude des pouvoirs publics, des autorités qui ont laissé justement faire? Parce qu'on indiquait tout à l'heure, à l'entendre de cette émission, qu'il y avait des décisions ou des mesures qui avaient été prises dans le sens d'interdiction des manifestations. Mais malgré cela, eh bien, les gens sont descendus dans la rue, ils ont marché, et il n'y a pas eu de problème. Justement, je suis d'abord content que les hommes politiques aient tous condamné ce qui s'est passé vendredi. Ça, pour une fois, je suis content d'avoir une opposition quand même dans ce pays. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que, ayant vu... Pas tous, parce que les messages... Il y a eu des véhicules brûlés, on n'a pas tout il y a eu des domiciles saccagés, il y a eu des barricades en route, mais les forces de maintien de l'ordre ont plutôt encadré les manifestations. Il y a même eu toute une gendarmerie qui a été brûlée. Il y a eu des véhicules de gendarmerie qui ont été brûlés. Il y a un commandant de gendarmerie qui a été brutalisé. Il est aujourd'hui à l'hôpital. Mais ils n'ont pas fait usage des armes à feu. Donc, disons aussi que nos forces de maintien de l'ordre ont mûri avec, comme là je rejoins mon père parce que ça fait extraordinaire dans notre quotidien de voir ce genre de manifestation. C'est extraordinaire chez nous au Cameroun. Or, là en France, dans notre pays, c'est le quotidien. C'est normal. Oui, mais bon, apprécions aussi ce qui s'est passé en face. Les forces de maintien de l'ordre qui encadrent le mouvement. Tout ça. Donc là, je peux dire que peut-être pour moi, ces manifestations vont donner maintenant le là d'une solution pour qu'il y ait un dialogue avec nos frères des autres côtés. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Et il ne faut pas aussi dire qu'il n'y a pas que les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Même à Bertois, ça ne va pas. Même à Yaoundé, ça ne va pas. Même à Sénégal, ça ne va pas. Ça ne va pas partout. Donc peut-être si nos frères anglophones lancent le mouvement et que ça arrange tout le pays, c'est tant mieux. Mais je dis, je condamne fermement. Et je condamne fermement. Et c'est là où les hommes politiques devons jouer certains actes qui ont été posés. Et je dis, faisons attention à ce que nous disons. Parce que si Bopi avait réussi, on n'en serait pas ici aujourd'hui. Alors, Maître Simon Serge Kaka, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Est-ce que le fait pour les pouvoirs publics, les autorités, d'avoir laissé faire, est-ce que cela rentre dans le sillage de l'apaisement? Est-ce qu'il s'agit d'un discernement qui a été bien mené? Ou bien on est en face d'une situation qui devient incontrôlable? En fait, je serais tenté de vous dire, Duval, pour répondre à votre question, que personnellement, le fait que le pouvoir ait laissé cette marche finalement, une marche qui a été préalablement interdite, veut simplement dire que, vous savez, moi je suis de l'opposition, c'est vrai, mais il y a des moments où j'ai fait des analyses objectives qui me permettent de dire vraiment les choses telles qu'elles se présentent. La vérité, c'est que les stratèges du RDPC, les stratèges du pouvoir ont compris qu'en continuant dans la logique de la répression, cela ne peut qu'aggraver la situation. Donc, moi je me dis qu'en laissant cette marche, c'était parce que le pouvoir a fini par constater que la répression qui a été son option depuis le début de cette affaire il y a ne marchait plus. Et que là, effectivement, parce que lorsque vous caricaturez, lorsque vous regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis un an, vous avez constaté que la situation a évolué de manière graduelle. Dans un premier temps, on commence par des revendications corporatistes. Après, on débouche sur des revendications politiques.
Maintenant, lorsque vous regardez ce qui se passe, vous constatez que nous ne sommes plus là dans la logique des revendications corporatistes, mais nous sommes dans une dynamique révolutionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'affaire s'est popularisée. S'il faut maintenant continuer à réprimer, en massacrant les gars, objectivement, ça va plutôt mettre, comme qui dit, la poudre au feu. Donc, je pense que le gouvernement a fait une très bonne lecture. Et je vais revenir sur un point qui a été évoqué par mon ami du RDPC. C'est qu'en fait, ce qu'il a semblé nous dire, parce qu'il n'était pas d'accord avec les développements de l'Union Fopossi, qui a pensé que nous sommes dans une... en fait, les gars peuvent, comment dire, exprimer leur ras-le-bol dans un contexte de dictature. Peut-être nous ne sommes pas en dictature. Mais la vérité, mais la vérité, c'est que les méthodes qui ont toujours été développées, les méthodes qui ont toujours été développées par le pouvoir semblaient aller dans le sens, j'allais dire, d'étouffer les populations. Semblait. Effectivement, dans une situation comme celle-là, où les populations ont le sentiment d'avoir vécu pendant longtemps dans l'obscurité, ou bien dans l'étouffement, le jour qu'ils commencent à percevoir quelques lueurs, quelques lumières qui arrivent à leur niveau, les gars, ils sortent de leur joue. C'est ça qu'il est question. Et c'est pour ça que je dis que la situation qui arrive aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Pour nous, nous pensons que c'est la résultante d'une situation mal gérée. Le pouvoir n'a pas su comprendre dès le départ qu'il y avait un problème réel, un problème anglophone réel qui se posait. Et le pouvoir a fait comme d'habitude, parce que c'est là où nous déplorons souvent cette posture. Parce que chaque fois dans ce pays qu'il y a un vrai problème qui se pose, le gouvernement de la République adopte tous des stratagèmes pour contourner le vrai problème, aller chercher quelques problèmes périphériques auxquels on essaye d'apporter des solutions, et on pense tout de suite qu'on est sorti de l'auberge. Je pense que c'est de cette façon qu'ils ont pensé gérer ce dossier. Maintenant, tout le monde se rend compte que non. On a plutôt pourri la situation. Nous sommes partis des revendications corporatistes pour des revendications politiques. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une dynamique de révolte populaire. Et donc, on est donc dans une situation où l'État est obligé, les pouvoirs publics sont obligés de laisser faire un certain nombre de choses pour éviter effectivement que la situation s'embrase. Oui, tout à fait. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas avoir le risque, on ne peut pas avoir le sentiment que l'État perd la main? Non, l'État ne perd pas la main. Non. Écoutez, je suis de ceux qui pensent que la situation est certes compliquée. Oui. La situation, c'est considérablement compliquée, mais elle n'est pas encore totalement compromise. Il faut que cela soit dit ici en passant. La situation n'est pas encore irrémédiable. Le gouvernement, la République, a encore toutes les cartes en main. Okay. Maintenant, il lui appartient simplement de savoir jouer la bonne carte pour ramener l'apaisement. C'est pour ça que je suis convaincu que la logique de la répression ne peut plus payer. Il faut maintenant trouver le meilleur stratagème qui aille dans le sens de l'apaisement. Et cet apaisement ne peut passer que par un dialogue franc, un dialogue direct, un dialogue inclusif, où toutes les parties vont se retrouver certainement autour d'une table pour essayer de définir les conditions. C'est par là que je chute. Tu vois. Il faut, c'est très important. C'est très très important. Nous avons l'obligation de le dire. Parce que là maintenant, quand la situation arrive à ce niveau, ce n'est plus simplement l'affaire du gouvernement seul. Même les acteurs de la société civile que nous sommes, nous avons l'obligation d'apporter notre contribution pour que la situation redevienne normale. C'est pour ça que nous pensons que la seule carte que le gouvernement doit jouer à l'heure actuelle, c'est la carte de l'apaisement. Et nous réitérons que cet apaisement ne peut passer que par une dynamique de dialogue qui va amener toutes les parties autour d'une table. Au sortir de là, il y aura un consensus qui va certainement nous permettre on revient là-dessus tout à l'heure. Les conditions de notre... Marcel Langage, sur cette question, la question de l'apaisement, jusqu'où ne doit-on pas aller dans l'apaisement ou bien dans les mesures d'apaisement? Je pose la question parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a des mesures qui ont été prises par le président de la République. On se souvient que récemment, il y a une décision qui a été prise, ça a permis la libération d'un certain nombre de leaders. D'ailleurs, demain, il y a également il y a une autre audience qui concerne ces leaders-là et on attend de savoir exactement ce qu'il en est. Jusqu'où ne doit-on pas aller dans cette affaire d'apaisement? Alors, je vais peut-être remonter pas très loin dans l'histoire pour dire effectivement que si vous observez la question anglophone, l'évolution constitutionnelle de la partie aujourd'hui qualifiée de partie anglophone,
peut-être d'ailleurs à tort, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, dans les perspectives politiques, deux thèses se sont toujours opposées. La thèse de l'autonomie et la thèse du séparatisme. Et effectivement, celle du séparatisme qui a pour figure de proue aujourd'hui le Southern Cameroon National Council a toujours existé. Et cette aile dure, n'est-ce pas, qui prend la sécession de manière ouverte, qui existe, qui est connue, n'est-ce pas, des chancelleries occidentales, qui est connue au niveau des Nations Unies, a toujours existé. Il y a de l'autre côté ce qui est légitime, c'est-à-dire les revendications de nos frères anglophones, qui estiment que dans le pacte social conclu avec eux, il y a bon nombre de clauses qui ne sont pas à jour et qui revendiquent une renégociation de ce pacte social de manière tout à fait légitime. Il y a enfin qu'à l'issue de ces revendications qui ont pris la forme d'une démarche corporatiste, il y a eu, et c'est ce que je vous indiquais, n'est-ce pas, une sorte de juxtaposition des deux causes. Et c'est là où j'en viens pour répondre à votre question, qui fait en sorte que deux démarches à la limite contradictoires font chemin ensemble pour avoir des gains sur des causes qui sont apparemment communes, mais dont le fond est différencié. Et donc, pour revenir exactement à votre question, jusqu'où parlait le gouvernement, il faut faire la différence, il faut faire le distinguo entre les causes légitimes, entre les revendications populaires légitimes, dont personne ne peut contester, à moins de faire dans le déni de réalité. Il faut donner droit à ces revendications, il faut leur donner une suite favorable. Tout en essayant. Tout en comprenant que dans ces démarches consensuelles, dans ces démarches de négociation, de discussion, de dialogue, il faut savoir que la perspective radicale, si vous voulez l'aile radicale, qui d'ailleurs instrumentalise, et je crois que quand on parle des bombes, quand on parle des attentats, quand on voit ce qui circule comme projet sur les réseaux sociaux, il ne me semble pas, connaissant la philosophie politique de certains leaders anglophones qui se sont fait connaître, il ne me semble pas qu'ils peuvent défendre de telles positions aussi radicales. Et donc je pense que le traitement gouvernemental doit être un traitement qui fait le distinguo, n'est-ce pas, entre cette population qui marche, qui demande à se faire entendre, et ceux-là qui profitent de cette marche, n'est-ce pas, pour faire avancer des causes séparatistes, vous voyez un peu, pour faire avancer des causes indépendantistes, sans, et peut-être qu'il faut vous rassurer, je ne suis pas en train de demander une répression pour la répression, non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire la part des choses, il ne faut pas mélanger, c'est d'ailleurs ce qui a peut-être expliqué les arrestations massives qui sont déroulées parce que tout le monde est pris pour terroriste. Non, tout le monde n'est pas terroriste. On peut effectivement revendiquer dans un pays de liberté sans pour autant être terroriste, mais il y en a qui ont pris cette option, qui s'y affirment, qui devant la face du monde ne se cachent pas, qui disent effectivement que nous allons par cette voie, et quels que soient les moyens dont nous aurons besoin pour y parvenir, nous y recourrons. Donc il me semble que c'est ça. Maintenant, la philosophie de l'État central, vous savez, c'est la politique des institutions républicaines dans un État central est pratiquement la même, surtout dans un État central qui a un passif de concentration des pouvoirs comme le nôtre. C'est toujours cette politique de la répression qui est tant décriée, et je voudrais joindre ma voix... Même qu'on soit théoriquement dans une situation de décentralisation. Je voudrais joindre ma voix à celle des autres panélistes pour saluer effectivement aussi cette mutation de la démarche de nos forces de police qui n'ont pas cédé à la provocation, qui sont restés professionnels, et peut-être qu'il faille les encourager parce qu'on ne connaît pas l'issue des événements, à rester dans cette perspective, tout en continuant de dire, pour ce qui est du gouvernement de la République, je pense d'ailleurs que l'option de l'apaisement est l'option ultime, indépassable. Il faut continuer d'apaiser, ne pas prendre des mesures drastiques qui vont exacerber, parce que derrière des revendications séparatistes, derrière des revendications corporatistes, il y a le malaise d'un peuple qui peut finalement créer le choc, et on pourra se retrouver non plus face à une révolte, même pas encore une émeute, mais peut-être, comme vous l'avez suggéré, une révolution. Alors, aussi sur cette question-là, quand je posais la question de savoir jusqu'où on ne doit pas aller, c'est qu'on a vu
au lendemain, par exemple, de la mesure du président de la République qui permettait la libération d'un certain nombre de leaders, on a entendu d'autres sons de cloche. Vous avez certainement entendu parler de cette sortie des patriarches Betty. Et est-ce que on n'est pas, dans cette logique d'apaisement, on risque pas de glisser vers l'ouverture de la boîte de Pandore? Duval, je crois que nous sommes Comment on va arriver à faire ce distinguo? Nous sommes tous d'accord qu'on a affaire là à des revendications populaires massives. Et il faut faire attention, c'est comme dans un incendie. Il faut d'abord éteindre l'incendie, ensuite chercher les causes. Il ne faut pas commencer par les causes. Si on continue dans la même stratégie qui consiste à lâcher du lest par-ci, des doses homopathiques, de régler des petits problèmes, on s'enfonce encore dans la stratégie de la surenchère. Je crois que la réponse doit être graduelle. La première, c'est que on attend l'autorité de la tête de l'État dans ce pays. Il faut maintenant que le pouvoir, qu'on prouve qu'il est là. Nous savons, vous pouvez prendre des exemples. Il y a eu mai 68 en France, pour ceux qui étaient de cette époque et qui se rappellent. Vous savez que mai 68, qu'a fait le général de Gaulle? Il a tenu un discours et il a dit, enfin, il n'a pas dit, je vous ai compris comme il avait dit en 58, mais il a dit pratiquement quelque chose comme ça. Et il a ouvert un dialogue et c'est au bout que les solutions sont sorties. Donc, il faut que la réaction soit graduelle. D'abord, que le pouvoir aille vers ceux qui sont mécontents, là, qui instaure un dialogue, et ensuite, au bout du dialogue, on trouvera des solutions consensuelles à nos problèmes. Il ne faut pas se précipiter pour faire des concessions, parce que les concessions parcellaires seront noyées dans la vague révolutionnaire et n'auront même plus de portée. Je peux vous dire que si dès le début, le pouvoir, le régime avait réagi par le dialogue, je te jure que certaines concessions qu'il a déjà faites, si elles étaient sorties d'un dialogue, elles auraient eu plus de poids qu'elles n'ont maintenant. Tu prends cette histoire de la commission Mouissongue, elle n'a rien à voir avec les problèmes que les gens posent. Elle ne peut même pas régler ces problèmes-là. Mais si il y avait eu un dialogue consensuel, dans ce dialogue, on pouvait proposer la création d'une commission comme ça, à laquelle on va confier des tâches précises. Donc, je reviens sur ma vision de l'histoire, c'est que il faut des solutions graduelles. Et la première, actuellement, c'est d'éteindre l'incendie. Et la seule façon d'éteindre l'incendie, c'est d'écouter ceux-là, d'aller vers eux. Une fois qu'on est allé vers eux, on instaure un dialogue inclusif, consensuel, auquel on associe tout le monde, et au bout du dialogue, alors sortiront des solutions aux problèmes. On revient tout à l'heure sur la question comme il a dit, du dialogue, oui, sur les enjeux. Oui. Le problème, ça a démarré par des revendications corporatives, mais maintenant, le problème est éminemment politique. Bon, je vais atterrir en faisant une petite remarque sur ce que notre ami a dit tout à l'heure sur Dokoti. Je suis d'accord avec lui que si Dokoti avait réussi, que si Bopi avait réussi, on n'en serait pas là. Mais il se pose un problème, cher ami. Je vous dis que nous, on était sur les barricades en 90. On connaît ce système, on connaît le régime qui nous gouverne. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il sait déjà qui a posé cette bombe? Il faut se poser des problèmes. Cher ami, vous êtes sûr que c'est les anglophones qui ont posé la bombe de Bopi? Et alors, c'est pour ça que je dis qu'on a fait une révolte populaire. Il faut d'abord éteindre l'incendie. Ensuite, on aura le temps de régler les problèmes de manière consensuelle. On voit tout à l'heure quelles sont les déclinaisons de ce dialogue-là. Si on fait la part des choses entre les extrémistes et les non-extrémistes, on va s'égarer. Pour le moment, les extrémistes ne sont pas prêts à l'autre. On ne les connaît même pas. C'est dans un dialogue, je suis sûr que les raisonnables sont majoritaires dans ce pays. Et que si on ouvre un dialogue, les gens raisonnables vont mettre les extrémistes en minorité. Donc,
il ne faut même pas aller vers les extrémistes maintenant. Il faut d'abord éteindre l'incendie. Et ensuite, quand il y aura un dialogue, on verra là-dedans qui a des positions extrémistes et qui n'a pas. Alors, et celui qui a une position extrémiste sera minoritaire, c'est sûr. C'est rare que les positions extrémistes gagnent dans un dialogue. J'en ai jamais vu. Okay. Sauf si c'est un dialogue au fusil ou au couteau. Charles, j'ai cette question-là. Vous avez parlé tout à l'heure des explosions de Bopi. Il y a eu ces mouvements qu'on a enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ces manifestations, dans un contexte où effectivement l'autorité administrative n'était pas d'accord. Est-ce qu'il faut craindre pour le 1er octobre prochain? Je pose la question parce qu'on sait que très souvent, à la veille du 1er octobre, il y a un certain nombre de manifestations qui sont organisées. Et puis là-dedans, effectivement, on parlait tout à l'heure du Southern Cameroon National Council, qui, on l'a vu, je crois, il y a 2 ans, 3 ans, avait d'ailleurs ici un drapeau, etc. Est-ce que, avec le contexte actuel, il faut craindre pour le 1er octobre? Vous avez des appréhensions par rapport à... Duval, je suis toujours obligé de rebondir avant de répondre à tes questions, à ce que mes compagnons ont dit avant, puisque je suis le dernier à prendre la parole. Je veux d'abord dire que les velléités de mouvements populaires au Cameroun pour la promotion des libertés, pour l'émancipation des individus, ce n'est pas en 2017 avec les problèmes de la zone dite anglophone. Depuis 1948 avec l'UPC, on a vécu depuis 1951, depuis 1990 avec eux, lors des mouvements des libertés de l'Est, de l'Est. En 2008, nous avons vu avec les émeutes. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons sortir de la caverne, comme quelqu'un avait si bien dit ici. Deuxième chose, le gouvernement de la République n'a jamais laissé poser la situation. Il y a eu du dialogue, mais sauf que ceux d'en face avaient choisi ceux avec qui ils voulaient causer. Est-ce que des hommes du CERA ne sont pas descendus sur place? Mais la population de là-bas, certains ont estimé qu'ils ne sont pas représentatifs parce qu'ils avaient choisi les gens avec qui eux devaient causer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se nomme. Il ne faut pas qu'on tourne autour du problème. Le problème est éminemment politique, mais sauf que ceux qui tirent les ficelles de ce problème ne sont pas au Cameroun. Ils ne sont pas ici, ils sont de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire ici là. Nous sommes dans les réseaux sociaux, nous avons aussi nos réseaux d'information. Est-ce que vous savez qu'il y a un État des États-Unis qui a déjà signé un contrat avec les gars de l'Amazonie pour l'exploitation des gisements du sous-sol de ce côté-là? Ils l'ont déjà fait. Donc il y a des choses qu'on entend ici et là. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas qu'on cherche à prendre des gens pour des naïfs. Les hommes politiques sur place profitent, l'occasion fait le larron, ils profitent de la situation pour poser le problème de la malgouvernance qui est réel, pour poser le problème de la forme de l'État au niveau de la décentralisation qui n'est pas effective depuis 1996, qui est vrai. Mais maintenant, au fond, il faut d'abord éteindre le feu, comme il a dit. Mais maintenant, quand celui qui éteint le feu, c'est que c'est l'État. Quand l'État veut donc éteindre le feu, on trouve que l'État éteint mal le feu. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Maintenant, faut-il qu'il y ait pour le 1er octobre? J'ai dit à un de mes collègues aujourd'hui, qui est anglophone, qui est radical, lui a dit aujourd'hui que, vous savez quoi, ce pays nous appartient à nous tous, il n'appartient aussi à personne. Vous décidez de faire ce que vous voulez faire, nous tous aussi on va aussi décider de faire ce qu'on peut faire. Moi je suis un patriote, je suis de droite, et je suis pour l'état de droit. Donc moi aussi j'ai aussi mon mot à dire, et je tiens aussi à vous dire ici que nous sommes prêts à descendre dans la rue pour protéger aussi le pays. Et on verra ce que ça va donner, mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Craindre pour le 1er octobre, oui, je crains. Avec tout ce qui se passe là. Je n'ai pas la faculté de lire dans les boules de cristal pour dire qu'en 90, je n'y étais pas, étant encore tout gamin, que l'État fait des choses comme a dit mon père ici, que qu'est-ce qu'il prouve, qu'est-ce qu'il prouve. Non, je dis juste que ce soit l'État, que ce soit qui d'autre qui l'ait fait, on n'en serait pas là. Donc, il faut éviter l'escalade au niveau de la violence. Maintenant, le dialogue est lancé. Le chef de l'État, l'autorité suprême, a demandé, d'après constitutionnellement, qu'on libère les leaders. On l'a fait. Le même chef de l'État, lors de son discours aux Nations Unies, a parlé en disant que nous sommes tous des esclaves de la paix. Tous. Je dis bien tous. Et quand il le dit, il s'adresse à tout le monde. Nous avons donc besoin de cette paix-là. Qu'on s'asseye d'abord et qu'on parle. Maintenant, on va dialoguer avec qui, tu vois? Avec qui? Sur cette question-là, Simon Serge Kakak, il y a eu, vous avez entendu ces mouvements ces derniers jours avec ces députés du SDF qui ont annoncé pour certains leur démission. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, on entend plutôt autre chose. Enfin, on a entendu l'honorable Mbanda indiquer de façon précise qu'il ne retournera pas à l'hémicycle tant que le problème ne sera pas réglé. Est-ce que c'est une attitude qui, de votre point de vue, je sais quoi, est-ce qu'il faut
faire un lien avec la situation qu'on a vécue il y a quelque temps. On se souvient qu'il y a eu le cas de l'honorable Joseph Urba, député SDF aussi, à l'Assemblée nationale. Maintenant, le cas de l'honorable Mbandam qui indique qu'il ne va pas retourner à l'hémicycle tant que le problème n'a pas été réglé. Est-ce que on est dans une situation de populisme ou fondamentalement c'est une prise de position qui va dans le sens de légitimer des mouvements comme ceux qu'on a vécu dans cette région-là la semaine dernière? En fait, ce que j'ai pu vous dire déjà pour répondre à votre question, c'est que lorsque nous observons d'une manière approfondie ce qui se passe, on a le sentiment que tous nos frères d'expression anglaise, moi je préfère cette expression, vivent pratiquement la même situation. Que ce soit, j'allais dire, les masses populaires que nous avons vues la dernière fois, que ce soit ceux qui sont plus éclairés, que ce soit ceux qui ont une part de responsabilité dans la conduite des affaires de ce pays, comme les députés, tous se reconnaissent dans leurs revendications. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est au niveau de l'objectif recherché qu'il y a des divergences. C'est là où tu vas voir qu'il y a des fédéralistes, il y a des sécessions. Mais le problème de fond, qui est, j'allais dire, le sentiment qu'ils partagent sur leur marginalisation, est pratiquement, comment dirais, peut se vérifier sur tout le monde. Mais seulement, il y a un problème qui se pose en ce moment. C'est qu'effectivement, lorsqu'un député de haut rang, qui a des grandes responsabilités depuis près de 20 ans à l'Assemblée nationale, comment à exprimer son exaspération, son ras-le-bol, c'est parce que justement, il s'associe à ses frères, entre guillemets, pour dire que, mais au fait, depuis que nous posons des problèmes, on a le sentiment que de l'autre côté, on ne nous écoute même pas, pour ne pas dire qu'on nous méprise même à la limite. Parce qu'aujourd'hui, ces gens expriment une espèce de dépit parce qu'ils ont le sentiment d'être méprisés. Même les députés sont dans cette logique. Lorsque ces députés le font, de votre point de vue, est-ce qu'il est pris en otage par ce peuple-là qui veut le sentir plus proche de lui, plus près de lui, ou bien c'est un député qui a une ferme conviction de ce qu'il est en train de faire? Non, c'est pas une affaire, objectivement, c'est pas une affaire d'opportunisme politique. C'est une affaire de conviction. C'est une affaire de conviction parce que tous disent la même chose, tous vivent une certaine marginalisation qu'ils expriment, j'allais dire, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, sur le timing, oui. Est-ce que cela ne donne pas à craindre justement pour le 1er octobre? Non, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, la situation n'est pas encore totalement compromise. Okay. Parce que même pour le 1er octobre, je ne pense pas qu'il y aura grand-chose. Tout le problème aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique de la part de notre principal dirigeant. Parce que notre principal dirigeant, c'est à ce niveau que moi, personnellement, j'ai des regrets. Parce que je ne parviens pas à comprendre que pendant que cette situation prévaut dans notre pays, le premier des Camerounais est absent même du pays. Parce que s'il avait été là, au-delà même du dialogue que nous sommes en train de préconiser depuis des mois, pour moi, le plus facile aurait même été pour lui de s'adresser directement à ces gens. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure on l'a dit, tout le monde ici autour de ce plateau le dit. Est-ce qu'il y avait son agenda? Oh, écoute, c'est pas comme d'agenda, monsieur. Le problème, il y a des priorités. Le peuple se révolte. S'il vous plaît, monsieur. Et la priorité, c'est à Genève. Honorable. C'est quoi la priorité? La priorité au Cameroun, c'est de calmer les Camerounais qui sont mécontents. S'il vous plaît, monsieur. C'est pas d'aller se promener. Allez-y, maître. Ce que je voulais faire observer, monsieur Zan, oui, monsieur Zan, ce que je vais vous dire, de manière très sincère, ce qui préoccupe les Camerounais que nous sommes, premièrement, c'est la paix. Nous voulons vivre en paix. Parce que moi, je ne suis pas Camerounais. Écoutez, nous sommes ce que nous sommes. Okay. Je n'ai pas dit que je suis plus Camerounais que vous. Okay. Je dis ce qui nous préoccupe au premier chef, c'est notre paix. La deuxième chose qui nous préoccupe, c'est notre sécurité. La troisième chose qui nous préoccupe, c'est l'intégrité de notre territoire. Les Camerounais tiennent à l'intégrité de leur territoire. Est-ce que l'une de ces entités est menacée? S'il vous plaît, intégrité, la paix. Monsieur, je demande juste une question. Je ne sais pas si c'est vous qui distribuez la parole. Allez-y, allez-y. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en ce moment, l'intégrité de notre territoire est menacée. Non, il faut. Écoutez, je le dis très sincèrement. Non. Quand ces gens, peut-être, bon, c'est vous qui êtes dans les réseaux de renseignement, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'êtes plus que moi, vous comprenez, vous êtes dans les réseaux de renseignement, mais les informations que nous avons font état de ce que, ça c'est pas c'est un secret de polichinelle que je vais dévoiler ici. Dans les renseignements, si. Oh là là.
cette façon... Finissez, maître. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que nos frères de ce côté ont programmé des choses pour le 1er octobre. De même la question que le journaliste qui... Oui, c'est la question, c'est pour ça que je demande... Ils ont programmé des choses, pour le 1er octobre, ils ont programmé des choses pour le 4 octobre. Oui. Nous le savons tous ici. C'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important en ce moment que ça. Le chef de l'État doit être là pour nous autres, nous. Je vais vous dire une vérité. Vous rassurez. Nous autres, c'est pas là que veut chuter Duval. Je tiens à le préciser ici. Nous sommes contre le fédéralisme. Nous sommes contre la sécession parce que nous estimons que l'intégrité de notre territoire ne doit pas être impactée. Première chose. Et deuxième chose, nous disons que le chef de l'État doit tenir un discours de proximité qui va certainement apaiser, qui va certainement rassurer ces gens. Et vous verrez que tout ce qu'ils ont programmé pour le 1er octobre, pour le 4 octobre, rien ne va se réaliser. C'est par là que je chute. Le fédéralisme ne porte pas atteinte à l'intégrité territoriale. Non, pas du tout. Non. Ok. Non, je voulais dire nous ne pouvons pas partager son point de vue. C'est le fédéralisme qui va régler le problème qui est... Non, je ne suis pas d'accord. C'est le fédéralisme qui va régler le problème. C'est le vivre ensemble, mon ami. C'est la décentralisation. Ce n'est pas le fédéralisme. Oh, mon ami. Écoutez, non, honorable. Je vais la parole à Martial. Dans une vision francophone, le fédéralisme est la forme la plus affinée de la décentralisation. Parce qu'au-delà du fédéralisme, tu as la confédération et ce n'est plus la même nation. Donc, il ne faut pas jouer sur le mot. Non. On veut du fédéralisme, appelle-le décentralisation si tu veux. Le Canada parle de province. Les États-Unis parlent d'État. Au Nigeria, on parle d'État. Ailleurs, on parle de région. C'est le contenu qui nous intéresse. On veut un fédéralisme au Cameroun. On veut que le pouvoir revienne à la base et que chacun se sente intéressé dans la gestion de son pays, dans la gestion des ressources de son pays. Ça va calmer nos frères anglophones. Voilà. Les francophones les ont mis à l'écart du gâteau national alors qu'ils contribuent à ce gâteau parfois plus que certains francophones. Ce n'est pas normal. Duval, je suis obligé de réagir. C'est pas normal. En quelques secondes, on va donne-moi une minute. En fait, ce que je voulais faire observer, c'est que je constate que l'honorable Fopossi est en train de nous exposer ici la position de son parti sur la question. Parce que ce matin encore, je lisais une interview du chairman John Fundi dans le journal Mutation, où il a dit clairement que son parti, le SDF, a un programme politique. Et dans son programme politique, il parle plutôt de fédéralisme. Depuis 1980. Qu'il est anglophone, il n'est pas sécessionniste. Voilà. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la position du SDF. Mais je vous dis la vérité. La seule chose qui puisse aujourd'hui rassurer non seulement les anglophones, mais aussi l'ensemble des Camerounais, ce n'est pas le fédéralisme, c'est la décentralisation que nous voulons que le chef de l'État implémente, comme ça a été prévu dans la loi numéro 96, la loi numéro 6, la loi numéro 18, barre 06, du 18 juin 1992. 18 janvier 1996. Pourtant, révision de la Constitution du 2 juin 1972. Oui. Nous parlons bien, si vous lisez notre loi constitutionnelle, on nous dit clairement que le Cameroun, c'est un État décentralisé. Un État unitaire décentralisé. Malheureusement, cette décentralisation qui a été prévue par la Constitution n'a jamais été véritablement implémentée. Et nous avons le sentiment aujourd'hui que si le chef de l'État, pour rassurer, pour apaiser la situation que nous avons aujourd'hui, tient ce genre de discours en disant à nos frères de 2 régions d'expression anglaise de notre pays, en leur disant, monsieur, je suis d'accord que vous avez des problèmes, comme d'ailleurs tous les Camerounais. Et ce que nous vous demandons, c'est que dès demain matin, je vais instruire le gouvernement à mettre en place une dynamique d'accentuation ou bien d'accélération du processus de décentralisation de manière à vous donner les outils de prendre en main votre destin. Je suis sûr que nos frères vont se calmer. S'il n'est hors de question que 50 ans après, qu'on vienne encore nous parler de fédération au Cameroun, ça c'est des conneries. Il est hors de question qu'à l'heure où nous sommes, avec tout ce que nous avons consenti comme sacrifice, que des Camerounais se lèvent pour dire qu'il faut la sécession. Et ça également, nous opposons ni plus ni moins une fin de non-recevoir. Sur cette question-là, Martial Zanga, il y a eu donc ces menaces, il y a eu ces annonces qui ont été faites,
et qui, pour certains, peuvent être problématiques, notamment en cette veille du 1er octobre. Vous savez, très souvent, on a eu des mouvements ces jours-là. Il faut rappeler, le 1er octobre 61, c'est l'accession à l'indépendance de la partie du Cameroun qui était sous administration britannique. Et avec, bien évidemment, cette réunification, où la partie anglophone a rejoint la République du Cameroun. Et il y a eu, c'est donc le point de départ de la République fédérale du Cameroun. Est-ce que la situation telle qu'elle se présente vous inquiète, notamment avec ces mouvements et ces annonces qu'on a faites pour le début du mois d'octobre? Je pose la question parce que certains ont d'ailleurs fait le lien avec les événements qu'on a enregistrés en 2008. Est-ce que pour vous, ce sont des situations semblables, ce sont des situations comparables? Est-ce qu'il faut craindre? Est-ce qu'on peut avoir le sentiment que le pays peut basculer? Alors, avant de revenir aux similitudes qui peuvent ou pourraient exister entre ce que nous sommes en train de vivre et ce qui a été vécu en février 2008, je voudrais dire qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Nous sommes peut-être tétanisés des scènes que nous avons vues parce que nous n'y sommes pas accoutumés. J'ai entendu dire ici que dans des pays de l'Hexagone, notamment en Europe, c'est des scènes habituelles. Mais le dire signifie en même temps qu'il ne faudrait pas être dans une sorte de psychose. Faudrait pas. Nos frères anglophones ont manifesté pour exprimer un certain nombre de revendications. Il me semble que c'est ça le message. J'indiquais, je continue d'indiquer, je continuerai d'ailleurs à indiquer qu'il ne faut pas assimiler le poseur de bombes à celui qui marche pour revendiquer. Et il ne faut pas leur réserver le même traitement, que ce soit sur le plan politique, parce que ce qui est clair, c'est que la perspective séparatiste est une perspective murée et elle n'a pas d'issue. Alors que les perspectives autonomistes, qui réclament une meilleure autonomie des localités, ces perspectives suscitent des questions qui peuvent émerger dans le cadre d'un débat, d'un dialogue. Et là, je fais un clin d'œil à votre question précédente, qui peut se répercuter sur l'ensemble du territoire. Si on dit meilleure autonomie, la question ne sera pas spécifique à accorder une plus grande autonomie aux régions de nos frères d'expression anglophone, mais de s'intéresser sur le point de savoir est-ce que les autres régions du Cameroun, n'est-ce pas, encore que peut-être qu'on va revenir à discuter sur la carte administrative du Cameroun, réveiller les vieux problèmes, mais je ne voudrais pas qu'on entre dans ce genre de débat, mais toujours est-il que c'est une réflexion qui va s'étendre à l'ensemble du territoire national. Et c'est une question qui est digne d'une réflexion pour repenser notre vivre en commun, parce que la question de fond, c'est la question de la nation camerounaise qui est en train d'être posée, de notre volonté de vivre ensemble, des modalités de notre vivre ensemble. Dans quelles conditions voulons-nous continuer à évoluer? C'est une question sur laquelle on peut réfléchir. Mais celle sur la séparation et par là, ceux qui posent des bombes, qui commettent des attentats, celle-là, je dis bien, elle est murée. Donc on ne peut pas réserver le même traitement. Alors, faut-il craindre le 1er octobre? Je pense que non. Je pense que non, dans la mesure où, de mon point de vue, je peux me tromper, je reste humain, les manifestations de vendredi dernier suffisaient à exprimer des revendications, certes populaires, mais des revendications justement. Il ne me semble pas, même s'il y avait de manière, de mon point de vue également, minimale, certaines assertions séparatistes, des frénésies séparatistes, mais il me semble quand même, et là je reprends une idée également qui a été dite ici, que la situation n'est pas encore pourrie, qu'on n'est pas encore basculé à l'extrême, et que la voie du milieu reste encore ouverte. Donc, de mon point de vue, il me semble que le 1er octobre sera une journée peut-être sur laquelle nous serons tous tendus, mais je crois aussi que l'État central réagira en mettant éventuellement un dispositif pour, n'est-ce pas, pouvoir éventuellement étouffer toutes sortes de velléités. Et je pense que quand j'insiste sur la différenciation, sur le traitement, je pense qu'il faut aussi se soucier de la vie
de nos frères anglophones qui vivent encore sur cette terre et qui peuvent se sentir menacés. Moi, j'ai suivi des choses horribles sur les réseaux sociaux, des gens qui appelaient à tuer des enfants qui vont à l'école. Donc, il y a un devoir de protection de l'État des populations anglophones. C'est le devoir de l'État, un devoir régalien. L'État doit protéger les populations. Et cette protection ne peut se faire que par des mécanismes institutionnels. Donc, lorsqu'on parle de mettre en place, n'est-ce pas, des mesures de sécurité, de renforcer les mesures de sécurité, il faut bien qu'on se rassure, ou du moins qu'on le dise, qu'il ne s'agit pas de mettre en place un mécanisme de la répression, mais plutôt un mécanisme de la protection des biens et des personnes, de la protection des individus. Voyez un peu. Donc, le 1er octobre, de mon point de vue, il y aura guerre. Maintenant, je sors avec la similitude avec 2008. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? On est effectivement également parti d'un appel de grève lancé par des corporations, des syndicats, n'est-ce pas, qui s'est rallié avec les revendications, les formations partisanes se rapportant à la modification de la Constitution, rajouter aussi à un certain malaise que le peuple vivait, qui était, n'est-ce pas, la hausse des denrées de première nécessité. Vous voyez, c'est ce faisceau d'éléments tonitruants qui a orchestré ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Oui, mais là, à ce niveau-là, on a l'impression que le process était pratiquement le même, avec une mutation des revendications en passant de revendications sectorielles vers des revendications politiques. Oui, peut-être dans la façon dont c'est conduite, mais regardez que d'abord, février 2008, c'est quand même 10 villes du Cameroun qui sont pratiquement paralysées. Donc c'est un phénomène de large envergure par rapport aujourd'hui, sans vouloir minorer la cause, de mon point de vue, légitime de nos frères anglophones. Mais là, nous sommes quand même sur 2 régions. Là, c'était 10 villes, donc c'était un phénomène beaucoup plus maximal, qui intéressait pratiquement toute la nation, même s'il se concentrait beaucoup plus dans les zones urbaines. Donc, il me semble que de ce point de vue, il y a une différence qui est fondamentale. Donc, je ne pense pas que ça va se reproduire comme ça s'est reproduit en 2008. Et je pense d'ailleurs, je sors également par là, que le gouvernement central, notamment celui qui assure le pouvoir exécutif, celui qui a reçu mandat de gouverner le Cameroun, je pense que c'est dans des occasions comme celle-ci, n'est-ce pas, qu'il est temps de prendre la parole. Vous avez vu en février 2008, il a pris la parole alors que sur le plan constitutionnel, la Constitution ne prévoit que 2 moments de prise de parole. Mais là, il est allé au-delà du cadre constitutionnel parce qu'il estimait qu'il y avait une crise majeure dans la nation et qu'il fallait qu'il s'adresse aux Camerounais. Donc je pense que le même mécanisme peut-être pas avec les mêmes termes, peut-être pas avec la même modalité, peut être mis en place ici, mais, et je le souhaite de tous mes voeux d'ailleurs, dans le cadre d'un apaisement. Parce que nous sommes au bord d'une échéance électorale. Imaginez que cette situation s'enlisse et que nous entrons dans l'année électorale dedans. Ça va être compliqué. Extrêmement compliqué. Alors, on va vous poser cette question. Donc, puisqu'on est dans la dernière partie de l'émission où on va analyser bien évidemment ces solutions-là, pourquoi les mesures d'apaisement qui ont été prises, vous avez commencé à donner des éléments de réponse, en indiquant que c'est parce que le dialogue qu'on a annoncé jusqu'ici est un dialogue faux. Jamais arrivé. Alors, de votre point de vue, de façon pratique, de façon précise, qu'est-ce qu'il faut faire demain et après-demain? Je vais dire, bon, disons aujourd'hui et demain. Je pose la question parce que, comme on l'indiquait, on a la veille du 1er octobre qui risque d'être un peu agité au regard du contexte de l'ambiance actuelle. C'est vrai que vous n'avez pas à vous mettre d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il y a des mesures particulières qu'il faudrait initier ou des attitudes précises que le pouvoir central devrait initier dans le sens d'éviter l'escalade? Duval, j'ai dit tout à l'heure que l'approche doit être graduelle, en discernant les problèmes en fonction de leur profondeur. Et avant même d'y aller, je vais déjà dire un mot sur ce fameux 1er octobre qui arrive. Je vais vous dire tout de suite que vous posez la question de savoir si on a peur du 1er octobre. Rapidement, je vous dis oui, non. Oui, si le pouvoir continue à jouer le pourrissement, à laisser les choses aller seules, à donner l'impression aux autres qui sont des aventuriers, qui sont des terroristes et qu'on ne répond pas aux terroristes, dans ce cas, j'ai peur parce que ça va les encourager dans la surenchère et les extrémismes
Et ça va donner le pas aux extrémistes pour manipuler le mouvement comme ils veulent. Donc, j'ajoute que, je peux dire aussi que ça ne me ferait pas peur si l'autorité de l'État réapparaît, si le chef de l'État réapparaît, s'il s'approprie le destin de la nation et répond à ses enfants qui sont mécontents. S'il réagit de cette manière-là avant le 1er octobre, je n'aurais pas peur du 1er octobre. Mais s'il ne fait rien, ça va reconforter les extrémistes qu'ils ont raison et qu'il faut qu'ils continuent à monter les enchères. Bon, maintenant pour revenir à ce qu'il faut faire pour en sortir, nous on a déjà dit une bonne partie, c'est le dialogue. Lorsqu'il y a mécontentement populaire sur le plan politique, la seule réponse, c'est de dialoguer avec celui qui est mécontent. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure sur le plateau qu'il faut dialoguer, oui. Mais pour dialoguer, il faut être libre. Oui. Donc, par conséquent, il faut d'abord libérer ce qu'on a arrêté. Quel est le tri qu'on a fait? Si on faisait le tri entre les poseurs de bombes et les autres, je comprendrais. Mais on arrête des gens qui protestent, qui manifestent, qui tiennent des discours. On libère certains, on laisse d'autres, je n'arrive pas à comprendre. Donc il faut d'abord libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette histoire. Et arrêter de continuer à arrêter, parce que jusqu'à hier, on a encore arrêté des jeunes à Boya. Il ne faut pas continuer à arrêter, parce que en choisissant cette voie, involontairement, on encourage l'escalade. Et je peux vous dire que dans un mouvement révolutionnaire, personne n'est sûr de gagner. Donc à ce niveau-là, vous savez qu'à ce niveau-là, une révolution, ça peut emporter tout le monde, y compris le pouvoir lui-même. Oui, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous n'êtes pas d'accord avec Martial Zanga qui indiquait justement qu'il faut faire le distinguo. Non. Il faut faire la différence entre les poseurs de bombes. Non, il faut d'abord éteindre l'incendie. C'est dans le dialogue qu'on va faire ça. Le distinguo on peut faire le distinguo que lorsque on est raisonnable et on ne discute pas sous pression. Mais si maintenant on continue à être juge et parti, à juger les bons et les méchants et à appeler au dialogue. Il y a l'autorité de l'État, honorable. Il y a l'autorité de l'État. C'est pour ça si des personnes ont commis des actes et qu'il y a des faits avérés, vous ne pouvez pas, pour des perspectives politiques les laisser en liberté parce qu'ils vont continuer à en commettre. Non, prof, l'autorité de l'État, l'autorité de l'État ne s'exprime pas toujours par la force. C'est pour ça que je ne parle pas de la force. Autoritaire. Je ne parle pas de la force. L'autorité de l'État, il faut d'abord que l'État réponde à ceux qui sont mécontents. Que l'État aille vers eux. C'est des Camerounais. Le chef de l'État doit aller à Boya et à Bamenda et discuter avec eux. Peut-être qu'en rentrant, il peut même déjà régler le problème là-bas. Mais si l'autorité de l'État s'exprime simplement par le bâton, on arrivera aux extrémismes. On donne la porte aux extrémismes. Mais il faut le dialogue. C'est pour ça que je dis la première sortie, c'est la détente, c'est-à-dire en libérant tout le monde. C'est ensuite le dialogue en discutant, un dialogue inclusif, franc et sincère. Il faut libérer le bourreau et la victime. Au sortir du dialogue, on s'entendra sur notre vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est quoi? C'est qu'on va s'entendre sur un minimum institutionnel dans le cadre d'une décentralisation élargie, pour ne pas effrayer mon ami, que nous pouvons appeler, nous, fédéralisme. Tu peux l'appeler décentralisation. Moi, c'est le contenu qui compte. Et si on avait, je te donne raison, si on avait commencé au moins par appliquer le peu de décentralisation qu'on a dans la Constitution de 96, on avancerait simplement. On ne serait pas encore au début à la recherche des premières solutions. On serait en train d'améliorer, on aurait déjà expérimenté pendant 20 ans, et on serait en mesure d'améliorer. Et un sous-préfet ne se mettra pas en tête que plus personne ne va tenir de conférence de presse dans sa circonscription, alors qu'aucune loi ne lui donne ce pouvoir-là. C'est vrai qu'il y a des lois piégées, comme cette loi sur le terrorisme, qu'on peut utiliser comme on veut et mettre tout le monde dans la sauce, sachant très bien qu'on n'a pas affaire au terrorisme, mais je vous dis, il faut que le pouvoir se manifeste, que le pouvoir libère les gens, dialogue, et au sortir du dialogue, on trouvera une solution consensuelle, on trouvera la forme de l'État qui nous convient le mieux. Voilà. Alors, Charlie, sur cette question de dialogue-là, effectivement,
on a l'impression qu'il y a quelques soucis, parce que il y a des personnes qui ont été interpellées. Le président de la République a pris des mesures pour que certains de ses leaders soient libérés. Aujourd'hui, si on parle de ce dialogue-là, comment ça va se faire? Ça va être sous quelle forme, de votre point de vue? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'interlocuteur, des interlocuteurs en face? Est-ce qu'il faut continuer avec ceux avec lesquels on avait entamé ce dialogue-là et qui par la suite se sont retrouvés en prison? Comment va se dégager? Comment va-t-on faire le casting du leadership qui va discuter avec le pouvoir dans le sens justement de cette paix? Est-ce que ce problème ne se pose pas, de votre point de vue? Oui, Duval, permettez-moi d'abord de dire, je suis toujours obligé de rebondir avant de répondre au fond à ta question. Dire à Maître et à mon père que les parlementaires du deuxième n'ont pas le choix de faire le jeu qu'ils font là. Certains, vous savez, quand les bandits font un truc ensemble, ils sont contents, mais c'est quand il faut partager le butin, quand on entend les coups de feu, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Les parlementaires, certains, ont des problèmes avec les sécessionnistes, parce qu'ils ont des pactes qu'ils ont signés, se sont entraînés entre eux. Aujourd'hui, les choses sont en train de sortir. Mais ils ont un choix à faire. Est-ce que vous êtes avec nous dans notre mouvement que nous avons, ou alors vous continuez dans votre logique du SDF là-bas? C'est ça le problème. Il y en a qui hésitent, ils veulent démissionner, ils ne veulent pas, ils veulent... Ça, c'est leur jeu à eux. Ben, ils sont très forts pour donner des leçons. Ça, c'est le propre du SDF. Donc, tout ce que mon père dit, c'est là, moi, ça ne me guère. Je sais dans quoi on joue et c'est où on va. Maintenant, pour arriver à ta question, Duval, oui, je suis d'accord qu'il faut un dialogue. Mais qui va dialoguer avec qui? À partir du moment où vous remettez la voix en cause, la place même de l'État. Parce que le problème, on dit que Biya aille à Buea. Que Biya aille pas. Mais c'est le même qui disent que Biya must go, Biya must go. Ils veulent même qui en face d'eux? Ils veulent leur personne à eux. Biya, à travers les ministres qui sont investis du pouvoir de l'autorité d'État, les a envoyés causer avec eux. Les gars ont dit qu'ils ne les veulent pas. Il a libéré les leaders. Même les leaders là font déjà l'objet des menaces. On va donc dialoguer avec qui? La première solution n'est pas le dialogue. Il faut bien que le dialogue se passe à travers des personnes, mais il faut d'abord qu'on sache qu'il s'agit d'abord de notre chère mère, la patrie. Qu'on mette d'abord le Cameroun en avant. Et qu'on prenne nos obédiences politiques, nos chapelles religieuses, qu'on mette de côté. Et qu'on s'asseye pour causer. Je n'ai pas besoin d'aimer, sincèrement, je n'ai pas besoin. Il y a l'homme politique avec lequel je m'exprime le mieux et le plus à la deuxième s'appelle Wafou. Il est du SDF. Mais je cause avec lui tous les jours. Il s'agit de ça. Comment allons-nous construire Douala deuxième? Comment allons-nous construire Nebel? Alors que les uns et les autres arrêtent de dire que je suis anglophone, je suis francophone, je suis du RDP, je suis du SDF. Asseyons-nous. Les anglophones, comme ils disent, n'ont pas besoin d'aimer Atangandi. Atangandi a fait son choix, il est du RDPC. Alors si c'est lui qui vient à Bamenda pour parler à ses frères, que ceux qui veulent l'écouter, l'écoutent. Parce que actuellement, les ministres. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Quand on ne tourne pas avec les trucs pour dire... Mais tel que vous avez expliqué, vous avez souligné tout à l'heure, en rapport avec des forces exogènes. Oui. Est-ce que ces forces exogènes ne peuvent pas être un obstacle, justement, à la recherche de cette paix-là? Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous avez maintenant, au niveau même de nos frères d'expression anglaise, deux fractions. Il y a une fraction dure, radicale, qui ne veut même plus le dialogue, qui a déjà signé ses pactes là-bas, qui est prêt à descendre, qui a mis son armée, qui veut à tout prix la sécession, à tous les prix. Vous avez maintenant une autre fraction qui dit non, nous sommes des Camerounais, il faut qu'on dialogue. Et comme l'a dit, en fait, c'est à l'issue du dialogue que sortira la vérité. Mais le problème, c'est qui va dialoguer avec qui. Mais maintenant, qu'on n'oublie pas que au-dessus de nous, au-delà de tout, il y a l'autorité de l'État qui doit d'abord s'établir. Et maintenant, dans la protection des personnes et des biens, je suis encore surpris que les mêmes demandent qu'on protège nos biens et qu'on protège nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et quand on envoie dans des contingents des forces de maintien là-bas, ils sont les premiers à filmer et dire qu'on est en train de militariser la zone. C'est-à-dire, on est dans un environnement où chacun tire son épingle du jeu et personne n'envoie le signal qu'il faut pour éteindre le feu. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Qu'on s'asseye, qu'on soit sincères les uns avec les autres et qu'on dise que non, au-delà de ça, la paix. Et pour qui est la paix? Qu'on accepte de s'asseoir avec qui que ce soit. À un moment donné, le diable s'assied avec Jésus pour parler de la terre, pour créer la terre. Donc, il faut donc qu'on s'asseye, qu'on s'écoute et qu'on parle du Cameroun. Il ne s'agit pas ici de dire je choisis tel ou tel. Quand on va dépasser cela, on va aller. Et les sécessionnistes, les gars qui mettent les bombes seront mis en vérité. Maintenant, je ne suis pas d'accord. Vraiment là, je ne suis pas d'accord que parce qu'on manifeste, je suis chez moi, vous venez saccager ma maison
et parce qu'on vous met, on vous arrête, on vous met en cellule, on vous libère. Moi-même, je deviens un autre terroriste. Donc, je ne suis pas d'accord. Qu'on fasse ce qu'on veut, mais ceux qui ont pillé, ceux qui ont cassé, ceux qui ont violé, que ce soit des forces de maintien de l'ordre, que ce soit des manifestants, doivent répondre de leurs actes au devant de la loi. C'est clair. Il y a un état de droit dans ce pays et la justice doit prévaloir pour tout le monde. Tu précises bien que ce soit des Je dis que ce soit des deux côtés. Parce qu'il y a des... Mais pas d'un seul côté. Mais c'est vous qui pouvez toujours dire que le diable c'est l'État. C'est toujours vous qui croyez que c'est l'État. Les militaires qui ont violé les filles à les manifestants qui ont violé aussi les francophones, on les a aussi arrêtés. Non mais allons vers l'apaisement. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire ici là. Allons vers l'apaisement. Ça c'est la preuve que même chez nous les franco, il y a des extrémistes. Comme vous. Les extrémistes, c'est pas simplement chez les Anglo. Oui, c'est chez nous, il y a les extrémistes. Je disais c'est très important ce que je dis. Je disais aujourd'hui à des collègues, dans l'ordre d'une discussion au bureau aujourd'hui, que même dans mon propre camp, le RDPC, il y en a que ça arrange. Voilà. Je vous le dis, il y en a que ça arrange. Voilà. Quand c'est pourri, chacun veut sortir de là pour faire son jeu. Et aussi en face, donc, théorie de la cellule. Voilà. Soyons donc conseillez, vous dites, mettons le Cameroun devant de nos aspirations. Mettons le Cameroun devant et vous verrez, ça va s'arranger. Pour bien avoir besoin d'aller à Bamenda. Que ce Bamenda aussi accepte d'aller le rencontrer aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le rencontrer en Suisse. Il est où? Quand il a pris la parole en 2000, c'est vous qui l'avez donné l'agenda. Il a son agenda. Il est où? C'est le président de la République. On est en train de sortir de l'émission. Quelles sont les solutions qui doivent être envisagées aujourd'hui? On a parlé du dialogue. Mais comment va se faire ce dialogue-là? Quelle est la forme que cela doit prendre? Voilà. Avec quel casting? Duval, je vais vous dire quelque chose. J'ai suivi beaucoup de développements assez édifiants. Mais je pense que, avant de répondre spécifiquement à cette question, je vais essayer de réagir sur certains points. Parce qu'en réalité, lorsque j'ai suivi le docteur tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a fait sursauter. Il a parlé de tout faire d'abord. Oui, de l'État. Que l'État essaie de comment essayer de tout faire. Non. Il a prononcé ce mot. Non. Voilà. Je dis, je dis et je continue de redire qu'on doit distinguer ceux qui posent les Non, pas parce que c'est nos débats. Non, mais vous avez dit quelque part, vous avez parlé de... Oui, qu'il faut que les autorités de l'État... La seule affaire du premier ne se réalise pas. Non, ce qui est clair, c'est que c'est normal que l'État central mette en place un dispositif de sécurité. Ça, vous ne pouvez pas. Mais attends, vous pensez que quand on met un dispositif, quand on parle d'un dispositif de sécurité, c'est effectivement pour éviter l'escalade de la violence. C'est pour éviter que des mouvements populaires se transforment en des moments de vandalisme. On ne peut pas refuser le pouvoir central de mettre en place un dispositif. Sinon, l'État a disparu. Et moi, je ne voudrais pas la situation où l'État n'est plus. Non, je vous le conseille. Donc, il ne faut pas concéder politiquement. Ce qu'on discute politiquement, il ne faut pas le concéder sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ceux qui se livrent à des actes de vandalisme se voient revêtus d'une immunité parce qu'il y a de manière sous-jacente des négociations politiques. Lorsqu'on met en avant ce type de dialogue, on fait en réalité l'apologie de la violence. Et donc, tous les petits brigands qui tirent profit de ce genre de mouvement vont se sentir protégés par le fait que leurs opérations de prébande, leurs opérations de vandalisme seront déroulées dans le cadre d'une manifestation qui est, entre guillemets, couverte par le sceau, n'est-ce pas, de l'amnistie politique ou... non, attendez, j'avais la parole. Donne-moi une seconde, je réponds encore. Maître Carré, ce langage me fait peur. Ce langage me fait peur. Vous devrez plutôt... Attends, et ça me rappelle le langage du gouverneur du Sud-Ouest qui a dit aux élites d'aller calmer leurs chiens. Non, je suis pas oui, non, attention. Je dis, ce langage me fait peur parce que quand il y a un soulèvement, tant que tu n'as pas calmé le soulèvement, comment tu vas savoir qui est qui?
les événements de 68. Vous voulez vraiment qu'on parle de la dynamique d'un soulèvement? Je te rappelle quelque chose. Les événements de 68. Alors, pendant il a été démontré, C'est moi qui avais la parole. il a été démontré que le système avait monté des gars en dehors de la réalité. faire de la Vous ne pouvez pas être pendant une manifestation, vous voulez les actions organisées et vous voulez le faut le laisser. Et qu'est-ce que tu soyez provocateur? Si vous êtes dans une voie de manifestation, vous êtes des forces de l'ordre, vous voyez quelqu'un en train de frapper sur une dame, de violenter une dame, vous n'allez pas la porter secours. Nous demandons la présence de l'État. L'État doit être présent. Ne se manifeste pas simplement par le fusil. Je parle de la protection et pas de la répression. Ok, c'est Maître K qui avait la parole. Allez-y, Maître. Allez-y. Vas-y. Voilà. Oui, on t'a retiré ta parole. Vas-y. Ce qu'il faut éviter de faire dans cette affaire-là, c'est effectivement d'étouffer ce qui peut se passer le premier. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas uniquement se limiter à la protection. À la protection. Moi, je dis qu'il faut que le gouvernement soit proactif. Et... Non, attendez, monsieur. Il ne l'est pas. Qu'est-ce que vous en savez? S'il vous plaît, monsieur. Il a disparu. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas, non? Tu vois les images là-haut, l'État. Allez-y, Quand Maître. tu vois des images révolutionnaires là, ça veut dire que l'État n'existe plus. C'est Maître K qui a la parole, s'il vous plaît. Monsieur, quand vous parlez souvent, je vous interromps. Allez-y, Maître K. Je vous écoute. Allez-y, Maître. Allez-y. Allez-y. C'est pas un problème, monsieur. Écoutez, monsieur, si vous êtes un Camerounais normal, Maître, vas-y. Allez-y, Maître. Allez-y, Maître K. C'est qu'il faut que le gouvernement soit proactif. Et pour moi, la seule chose à faire en ce moment, au-delà du dialogue dont on peut poser les jalons plus tard, parce qu'effectivement, pour concrétiser cette dynamique de dialogue, il y a des obstacles. Et sur ce point, je le rejoins, qu'en ce moment, la situation s'est pourrie. Il y a 6 mois, on pouvait identifier un leadership assumé parmi ceux qui revendiquaient. Sur le plan interne. Sur le plan interne. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avions vu la semaine dernière, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de leadership assumé dans ce mouvement, ça qui devient totalement révolutionnaire. Et aujourd'hui, il est difficile pour le gouvernement de s'asseoir pour organiser un dialogue parce qu'on ne sait même pas qui va parler au nom de ce mouvement. Donc, je pense, à mon humble avis, que la seule chose, la seule action qui s'impose à l'heure actuelle, et il faut que cela se fasse avant le 1er, que le chef d'État rentre au Cameroun et il accepte de descendre de son piédestal de président de la République pour se mettre au niveau de son peuple à qui il doit adresser un discours. Ne vous en faites pas, c'est un homme de paix. Oh là là, Ne vous en faites pas. C'est un homme de paix. Ne vous en faites pas. Cette façon de faire, c'est pas bien. Alors, ce que je voulais dire, il s'adresse directement en leur disant 2 ou 3 choses de manière pertinente. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été développé il y a 9 mois, il y a 1 an, il y a réellement un problème anglophone. Il faut qu'ils le reconnaissent de manière humble. Et qu'ils leur disent qu'ils les ont... Oui, mais les mesures qui ont été prises par le président de la République vont dans le sens justement de reconnaître le problème. Non, j'ai plutôt eu l'impression que les mesures, la plupart des mesures qu'il a essayé de prendre dans le cadre de cette affaire avaient plutôt trait à certains problèmes périphériques. Il a résolu quelques problèmes de la justice, parce que les gars, les avocats à l'époque avaient posé des sérieux problèmes concernant le fonctionnement de la justice dans leur région. Il a pris quelques mesures là-dessus. Il a pris toutes les mesures. Il a pris des mesures concernant l'enseignement. Toutes les mesures. Mais j'ai le sentiment que le vrai problème, le problème de fond, le problème anglophone est resté entier. Et c'est ça qui amène le soulèvement d'aujourd'hui. Donc moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il doit leur dire, parce que contrairement à ce qu'il a développé dans son dernier discours de fin d'année, où il avait dit de manière péremptoire que la question de la forme de l'État est non négociable. Il avait dit dans son discours. Moi je pense que le vrai problème effectivement ici, c'est le problème de la forme de l'État, qui d'ailleurs a toujours été un problème posé au Cameroun depuis 1961. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Quel a été le problème à la conférence de Fumban en 1961? C'est la forme de l'État. Quel a été le problème? 5 minutes de parole, hein. Faut me donner le même temps de parole. Allez-y, maître, finissez, maître. En 1991, à l'époque, nous on était encore étudiants à l'université de Yaoundé, il y a eu la fameuse tripartite du palais de congrès. De quoi on avait parlé de la forme de l'État? Dans la Constitution, dans la loi numéro 96, base 06, du 18 janvier 1996, on avait parlé de quoi? De la forme de l'État. Donc on ne peut pas penser que le problème de la forme de l'État, c'est un problème tabou. Mais
Il doit donc évoquer ce problème. Évoquer ce problème ne veut pas forcément dire accéder à leurs revendications, mais il doit leur dire de il leur dit, monsieur, voilà, je vous ai compris, mais il est hors de question qu'on parle encore de fédéralisme dans ce pays. Il est hors de question qu'on vous vienne comme parler. Mais il ne peut même pas dire ça. Mais seulement, je pense que comme nous sommes tous conscients qu'il y a des problèmes qui se posent, nous allons les régler dans le cadre d'une décentralisation bien structurée. Mais c'est pas vrai, le chef de l'État ne peut pas décréter qu'on ne parle pas de fédéralisme. Comment il ne peut pas se mettre à la place du peuple camerounais. Seul le peuple peut décider ce genre de choses. À travers les élections. On a touché à la Constitution. Personne n'a touché à la Constitution. Okay. Mais on dit qu'il faut discuter de notre vivre ensemble. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas parler de... Monsieur, on a la fin de l'émission. Charles, en quelques secondes, peut-être le mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est que nous sommes tous épris de paix. Et la paix est ce socle-là sur lequel il ne peut qu'avoir la stabilité pour que les choses aillent. Je prie, et vraiment je prie, je demande à tous les Camerounais de rester sereins. Et à mes frères et sœurs de société anglaise, d'être plus patriote, d'aimer ce pays, et qu'on sache que ce pays appartient à tout le monde et n'appartient aussi à personne. Très bien. Maître Simon Serge Kakak, infiniment merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Monsieur Duval, je pense que le débat était houleux et que nous avons apporté notre modeste contribution à la résolution de ce problème. Voilà, merci Martial Zanga d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Merci, laissez-moi juste rassurer mon grand frère Foucault l'honorable pour lui dire effectivement que je ne suis pas pour la répression, je ne l'ai jamais été. Je suis même de ceux qui pensent qu'il faut sanctionner dans les deux temps, n'est-ce pas? Je voudrais dire pour sortir que la voie du milieu, de mon point de vue, reste la solution pour une sortie apaisée, n'est-ce pas, dans cette crise qui nous écœure tous. Honorable Foucault, merci d'être venu sur ce plateau. Ma prière, c'est que le président de la République comprenne enfin que c'est le peuple qui l'a élu, qu'il a ce devoir d'écouter ce peuple et d'aller vers lui pour savoir ce qui ne va pas. Si d'ici les prochains jours, il va dans ce sens, je suis sûr que certainement on arrivera à une situation meilleure. À une situation meilleure. Je ne souhaite pas le contraire parce que le contraire serait dangereux et malheureux pour notre pays. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous madame, messieurs d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte